100% éco, Adil Abdelali. Amis du soir, bonsoir. C'est un secteur qui génère chaque année plus de 60 milliards de dirhams. Un secteur qui, au vu des atouts dont dispose le Royaume, devrait être l'une des principales locomotives de la croissance économique du pays. Et pourtant, malgré des indicateurs macroéconomiques stables, voire encourageants, la réalité est que le tourisme marocain stagne depuis un bon moment. De l'avis de tous les acteurs, les objectifs fixés d'ici 2020 ne seront pas réalisés. D'où une nécessaire refonte de la méthodologie de travail. Autant dire que c'est une tâche difficile qui attend le nouveau ministre du Tourisme. Mohamed Sajid en est conscient, d'où cette rencontre organisée jeudi dernier avec tous les professionnels du secteur. Le vice-président de la Confédération nationale du tourisme y était. Et c'est notre invité dans 100% Éco. On posera toutes les questions à Fawzi Zemrani. Fawzi Zemrani, bonsoir. Bonsoir, c'est Adil. Alors, première rencontre entre le nouveau ministre du Tourisme et les professionnels du secteur, c'était jeudi dernier. Qu'avez-vous pensé, premièrement, de ce premier contact avec Mohamed Sajid ? Écoutez, ce premier contact a été positif. Le ministre nous a donné l'impression d'être à l'écoute du secteur du tourisme. Il nous a donné des garanties de prise en main sérieuse de ce secteur et de lui donner toutes les chances pour avoir la place qu'il mérite. Donc des paroles très rassurantes dès le départ. Et il y a un partage de confiance d'un côté comme de l'autre. Et quels sont les sujets qui ont été abordés lors de cette réunion ? Alors écoutez, on a abordé un peu tous les sujets, mais en commençant par le plus important, c'est la gouvernance du secteur. Le premier appel qu'on a fait à Monsieur le ministre, c'est la mise en œuvre du Conseil national du tourisme, un conseil qui a été déjà acté par l'ancien gouvernement et dont le texte aujourd'hui est encore au secrétariat général du gouvernement. C'est une importance capitale pour nous pour que le gouvernement dans sa globalité puisse prendre conscience de la fragilité de ce secteur et comment l'accompagner. Donc, première question qui a été posée, c'est quand est-ce que ce Conseil national du tourisme va être mis en œuvre pour qu'on puisse commencer le travail. Est-ce que vous avez eu une réponse ou des bribes de réponse jeudi dernier ? Je pense qu'on a eu des bribes de réponse parce que lui, comme nous, pense que c'est capital aujourd'hui d'avoir l'écoute du gouvernement, d'autant plus qu'il y a un document qui s'appelle le contrat programme national Vision 2020 qui a été signé devant la plus haute autorité du pays et ce contrat programme national souffre aujourd'hui d'exécution. Donc ce serait le moment ou jamais de le remettre sur la table et d'essayer de rattraper le retard sur sa mise en œuvre et sa mise en exécution. Alors, dans la nouvelle configuration gouvernementale, le ministère du Tourisme a été élargi au transport aérien. Selon vous, est-ce que c'est une bonne réorganisation étant donné l'importance du transport aérien justement dans le secteur ? C'est une excellente chose que le transport aérien soit relié au ministère du Tourisme. Parce qu'une destination, un pays touristique, ne peut pas avoir de véritable stratégie s'il n'a pas le moyen de faire venir ses touristes. Lorsqu'un pays est enclavé et qu'il n'a pas les moyens, il aura du mal à faire venir les gens. Or, valeur aujourd'hui, nous sommes tributaires d'un certain nombre de compagnies aériennes étrangères, notamment les compagnies low cost, qui elles viennent chez nous sur la base de contrats de co-marketing entre l'Office national marocain du tourisme et ces compagnies low cost. Il y a également une part de l'Office national des aéroports qui leur fait des fees quand même assez, des contrats d'incentives assez intéressants. Mais tout cela aujourd'hui ne peut pas augurer d'une continuité dans le développement du tourisme au Maroc. Si demain nous avons une véritable stratégie de transport aérien avec des compagnies nationales, je dis bien des et non pas une seule compagnie nationale, un peu à l'image de ce qui se fait en Espagne.
qui ont réussi à désenclaver les îles Canaries en mettant en place une compagnie dédiée qui s'appelle Binder, ou au niveau de la Catalane avec la compagnie Vueling. Le Maroc devrait également se doter de compagnies. C'est un peu dommage parce que cette idée existait déjà au lendemain de la signature de l'accord cadre qui libère le ciel marocain. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a eu déjà une position volontariste du Maroc avec la création d'Atlas Blue. Oui. Atlas Blue qui devait être le bras armé du tourisme marocain pour aller chercher les touristes. Et qui a été un échec par la suite. Pardon ? Et qui a été un échec par la suite. Qui a été un échec et un échec qu'on s'explique pas encore aujourd'hui, parce que normalement ça aurait dû réussir à un moment où ça commençait la libération du ciel. On a également une deuxième compagnie nationale qui n'a pas duré longtemps, qui avait un pavillon marocain, c'est la compagnie Jet for You. Oui. Qui était également une compagnie low cost qui devait être basée sur Marrakech et Agadir et aller faire du point à point pour aller chercher les touristes. Donc tout cela a été fait. Pourquoi ça a échoué ? Il faut peut-être se poser la question, mais bon, il faut se remettre à l'ouvrage. Des années plus tard, on a vu des compagnies nationales étrangères également se doter de compagnies low cost. Le cas de Air France est un cas d'école avec sa compagnie Transavia, qui aujourd'hui est un low cost et qui arrive à desservir du point à point, et sa compagnie régionale qui s'appelle HOP en France et qui dessert les régions françaises. Aujourd'hui au Maroc, on a un pays, grâce à Dieu, qui est très grand, qui est très étalé. Il faut 4 heures pour faire Tanger-Layoun. Et donc, si on veut relier le nord au sud, il faut avoir au moins des compagnies nationales pour desservir l'ensemble du pays d'un point à un autre, ne serait-ce que pour le déplacement de nos concitoyens. Donc, je pense que sur le plan du tourisme, c'est une bonne chose d'avoir mis le transport aérien au sein du ministère du Tourisme. Maintenant, il va falloir voir les priorités, voir est-ce que dans ce cadeau, quels sont les atouts qu'on va recevoir. Est-ce que il y aura la compagnie nationale, est-ce qu'elle est mise dans le même cadeau? Est-ce que l'ONDA est dedans? Est-ce que il y a beaucoup d'ingrédients dans le transport aérien. Il faut savoir de quoi on va hériter en fin de compte. Et pour l'instant, d'après ce que j'ai compris, vous n'avez pas encore un éclairage justement sur ce nouveau rôle du ministère. On n'a pas encore un éclairage, donc j'espère que ça va être éclairci incessamment. Je sais qu'aujourd'hui il y a le vote du programme gouvernemental par le Parlement, donc il va y avoir des ajustements qui vont être faits au niveau du projet qui a été proposé par le gouvernement, et peut-être qu'on va rentrer dans le détail du détail, de savoir un peu qu'est-ce qu'on va hériter exactement au niveau de ce ministère et quels sont les atouts qu'on aura pour affronter l'avenir. Alors, vous parlez justement du programme gouvernemental. Mercredi 19 avril, lors de sa déclaration, le nouveau chef du gouvernement, Saadine El-Othmani, a évoqué le chapitre du tourisme. Qu'avez-vous pensé de sa prestation ? Écoutez, sa prestation, elle est égale à la prestation déjà qui a été faite en 2012. Quand je relis les deux déclarations, que ce soit celle de 2012 ou celle de 2017, elles sont très similaires. Je dirais même qu'au niveau de 2012, c'était encore un peu plus explicite, mais bon, on a vu le résultat. Même si le texte était clair et que les engagements étaient clairs du gouvernement, rien n'a été fait de la période 2012 à 2016. Donc aujourd'hui, on repart sur un autre projet gouvernemental. Le tourisme est spécifié dedans, donc les chantiers sont bien connus. Le gouvernement connaît les déficits au niveau du tourisme. Mais maintenant, est-ce que le département du tourisme sera doté de moyens pour pouvoir justement accomplir sa tâche, qui est l'exécution de la vision 2020? Et alors justement, parlons de cette vision 2020 et des autres programmes annexes, le plan Azur, etc. Pourquoi toutes ces stratégies et tous ces programmes ne marchent pas? Est-ce que c'est un problème de conception, de projet ou de moyens? Écoutez, on ne peut pas dire de quelque chose qui ne marche pas tant qu'on l'a pas mis en place. Oui. Le plan Azur. Valeur aujourd'hui, on n'a pas une station digne de ce nom qui soit sortie de terre et qui puisse donner des résultats. Juste pour vous donner une idée, lorsqu'en France, le général de Gaulle, dans les années 60, a décidé de lancer une station balnéaire dans le sud de la France pour les Français, c'était d'abord pour couper court aux Français qui se déplaçaient, qui allaient passer leurs vacances en Espagne.
s'est dit, il vaut mieux faire une station balnéaire chez nous, dans le sud de la France. Je crois que ça s'appelle la Plane-Valeur aujourd'hui. Et cette station, elle a mis 15 à 20 ans à pouvoir démarrer, à donner des fruits. Aujourd'hui, elle marche très bien. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire au Maroc qu'on a de véritables stations. La station de Seydia, c'est 2 hôtels, disons 3 avec un qui n'est pas encore ouvert. La station de Mogador, il y a un seul hôtel. Bon, maintenant, je vous passerai de l'Ixus qui est encore au balbutiement et Tarazout qui peine vraiment à donner des fruits alors qu'elle est située dans le cœur du tourisme balnéaire marocain qui est la région du Souss Massadra avec un ensoleillement extraordinaire durant toute l'année. Donc tant qu'on n'a pas mis vraiment le paquet pour savoir un peu se dire, on ne peut pas dire que ça a déçu. Donc est-ce qu'on s'est donné les moyens? Je ne pense pas. Il y a eu des tentatives. Est-ce qu'on a trop compté sur le privé pour investir? Est-ce que l'État aurait dû s'engager un peu plus et construire quand il s'agit d'infrastructures lourdes? Tout cela, la question reste posée. Donc c'est justement ce genre de débat qu'on doit avoir prochainement avec le ministre et la secrétaire d'État sur justement ce retard qui a été pris dans le plan Azur et savoir comment on peut rattraper le retard. Ce qui est sûr, c'est que nous avons besoin d'un produit balnéaire si on veut récupérer le nombre de touristes que l'on mérite. Et alors revenons à cette vision 2020. Nous avons appris il y a quelques mois maintenant qu'une étude avait été commandée par l'ancien ministre du Tourisme au cabinet Boston Consulting Group pour faire un bilan justement, un mi-parcours de cette vision 2020. Une étude qui aurait coûté quelques 7 millions de dirhams et dont les résultats n'ont toujours pas été publiés. Ma question est très simple. Avons-nous besoin d'une étude qui coûte 7 millions de dirhams pour faire notre autocritique et comprendre que les objectifs fixés ne seront pas réalisés en 2020? Écoutez, j'aime beaucoup votre question. Est-ce qu'on a besoin d'une étude ceci, cela? Au niveau de la Confédération nationale du tourisme, nous avons fait notre évaluation à mi-chemin de la non-exécution de la vision 2020. On a fait ça lors d'un forum au mois de juin 2015. Où on a quand même fait de l'excellent travail et on avait invité le ministre à ce moment-là, le ministre Haddad, à venir se rendre compte un peu de l'état d'avancement et on avait dit un peu où on en était sur chaque station, chaque ceci, chaque cela. Mais bon, il n'a pas semblé convaincu de notre approche et c'est à ce moment-là qu'il avait décidé de lancer une étude internationale et c'est vrai. Peut-être qu'on n'était pas crédible, nous, en tant que Confédération nationale du tourisme. Peut-être qu'il avait besoin d'une signature internationale pour se rendre à l'évidence, mais les résultats, nous, on les connaissait déjà à ce moment-là. Donc, on n'avait pas besoin, nous, d'une étude de cette envergure. D'autant plus que les gens qui ont été chargés de faire cette étude, ils sont venus nous poser à nous les questions, on leur a donné les réponses, et ce qu'on leur a dit qui va ressortir de toutes les façons dans cette étude. Très bien. Alors sur le volet investissement à présent, est-ce qu'on peut dire que la faible productivité de ce segment, qu'il soit public ou privé d'ailleurs, est-ce la cause principale de l'échec de la vision 2020 ? Alors, je ne suis pas calé en investissement. Vous savez, c'est pas ma spécialité. Ce sont plutôt les gens de l'Association nationale de l'investissement touristique. Mais maintenant, si je peux me permettre juste une petite constatation. Pour que l'investissement marche, il faut déjà qu'il y ait une croissance soutenue du secteur du tourisme. Là, on vient de passer 5 années assez difficiles où on a été amené à colmater les brèches et à essayer de résister autant que faire se peut à la déferlante qu'on a eue avec le printemps arabe, avec la vague d'attentats, avec ceci et cela. Donc on n'avait pas le temps de pouvoir nous gratter la tête et d'asseoir quelque chose. Et donc on a vu nos chiffres décliner de mois en mois, d'année en année. Depuis 6 mois maintenant, tous les voyants semblent revenir au vert, il y a une croissance qui est attendue, donc le secteur va bien redémarrer. Et c'est à partir de ce moment-là que les investissements vont revenir, que les gens vont croire au secteur et qu'on va pouvoir repartir. Maintenant, il faudrait pas laisser le soufflet s'effondrer. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a effectivement une demande qui revient, qu'il y a une croissance qui est avérée, c'est à ce moment-là qu'on devrait mettre les bouchées doubles sur le plan de la promotion de la destination, pour mettre les dessertes aériennes qu'il faut, pour mettre le paquet, pour soutenir cette demande qui est en train de se mettre en place. Alors une autre question sur le volet investissement, même si
si je sais que ce n'est pas votre domaine de prédilection, mais j'aimerais avoir tout de même l'avis d'un acteur du secteur. Le Fonds marocain de développement touristique a été rebaptisé récemment, ITMAR, c'était en octobre dernier. Ce fonds qui était censé être le bras financier de la vision 2020, axé uniquement sur le volet touristique et qui opère à présent dans tous les secteurs de l'industrie et des énergies renouvelables. Comment vous expliquez ce changement, cette volte-face même? Écoutez, le fonds n'a pas été utilisé. Depuis sa création, depuis sa mise en place, il n'a pas été utilisé. Les investissements, comme vous le voyez vous-même, n'ont pas suivi durant toute cette période. Donc, c'est la raison pour laquelle ce fonds a été maintenant détourné vers d'autres projets. Mais ça n'empêche que le tourisme est toujours dedans. C'est-à-dire que si demain il y a des projets qui en valent la peine, ça pourrait être enclenché au niveau de ce fonds ITMAR. Qui aujourd'hui s'adresse à tout, donc y compris le tourisme. Donc ce n'est pas... Effectivement, au départ, il était essentiellement réservé au tourisme, mais si le tourisme ne s'en est pas servi, ça aurait été dommage de ne pas en faire profiter d'autres pans de l'industrie marocaine. D'accord. Alors, autre volet important dans le secteur du tourisme, il s'agit évidemment de la promotion de la destination Maroc. L'ONMT, c'est l'office qui se charge de promouvoir cette destination. Et malgré le fait que le budget de l'office a été réduit depuis 2014, les actions menées ont porté leurs fruits. Je pense notamment à ces deux offensives sur et le marché russe et le marché chinois, et puis l'ouverture récemment de nouvelles lignes aériennes en collaboration avec plusieurs compagnies. Comment vous évaluez le travail mené par l'ONMT? Alors, si on parle du marché chinois pour commencer, l'embellie du marché chinois vient uniquement du fait qu'on ait levé la contrainte du visa pour les Chinois. Oui. Donc, à partir du moment où Sa Majesté le Roi a décidé de lever la contrainte du visa pour les Chinois, on a commencé à voir les flux de Chinois venir vers le Maroc. C'était une contrainte. Les Chinois sont des voyageurs par excellence. Ils cherchent à s'étaler dans le monde entier. Et si le Maroc est une opportunité pour eux, ils viendront en masse. Sur le marché russe, ce n'est pas encore l'embellie. Vous savez, on a commencé, il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais moi je ne vois pas des flux de touristes russes affluer vers le Maroc. On a eu un peu à un moment donné, lorsqu'il y a eu la crise entre la Russie et la Turquie, parce que Poutine avait décidé du jour au lendemain d'arrêter à ce que les ressortissants russes aillent en Turquie. On a eu quelques charters qui sont venus, mais à des prix très très bas. Donc c'est pas encore le grand rush de la Russie vers le Maroc. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que nous avons un marché de prédilection qui s'appelle l'Europe, qui est proche de nous et qui est en train de reprendre aujourd'hui. Le marché européen est en train de reprendre, et notamment le marché français. Le marché français, on a perdu beaucoup de nuitées en l'espace de 2 années. Oui. Là, il semble qu'il y a un regain de la clientèle française vers le Maroc, et puis on a un changement radical du mode de consommation du touriste français. Auparavant, on était adossé uniquement aux tour opérateurs, qui, eux, faisaient leurs emplettes sur la Méditerranée. Le marché marocain était un bon marché pour eux. Mais à partir du moment où on a opté pour l'Open Sky et que les low-cost ont commencé à desservir la destination, ça n'a pas fait l'affaire des tour opérateurs qui se sont un peu recroquevillés sur eux-mêmes. Donc tout ce qu'on a pu récupérer comme touristes français le faisait par l'intermédiaire des low-cost. Et aujourd'hui, c'est ce même marché qui est en train de reprendre. Les gens ont confiance dans la destination, ils savent que c'est un pays qui est sûr, qui est sécurisé, et donc on aura de la demande. Juste pour vous donner une information, si Air France a décidé de revenir au Maroc au départ de Roissy, sur une destination comme Marrakech, c'est qu'il y a quand même, ils ont fait une étude de marché, ils savent qu'il y a une demande qui va être faite. Oui, et alors pas n'importe laquelle. Justement, en parlant de cette conjoncture actuelle, vous l'avez dit, on constate en effet une reprise de l'activité depuis la fin de l'année 2016, surtout pendant la COP22, le mois de novembre. Tout à fait. Et ce dynamisme est constaté également en ce début d'année. Comment vous l'expliquez? Est-ce dû simplement au fait que le niveau de sécurité dans le royaume soit meilleur que chez nos voisins, ou alors c'est une évolution conjoncturelle? Écoutez, moi je pense que l'effet anxiogène qui a régné pendant toute l'année 2016 a commencé à se dissiper vers la fin de l'année 2016. Les gens en avaient marre de cette anxiété qui les tenait, donc ils cherchent un peu d'évasion.
Et donc c'était bien tombé. Avec la COP22 qui s'est très très bien passée, où on a assuré que le pays était calme, qu'il y avait une sérénité, qu'il n'y avait pas de remous. Donc les gens ont compris que la destination pouvait être reprise. Donc à partir de là, on a commencé à revoir les flux venir vers le Maroc. Tout simplement, mais bien sûr tout ce qui a été fait comme promotion de bouche à oreille, émissions radio, émissions télévision, tout ce qui a été fait pendant la COP22, on en récolte le fruit aujourd'hui. Il y a un travail extraordinaire qui a été effectué par le ministère du Tourisme dans cette période-là, c'est de mettre en avant le tourisme durable. Et le tourisme durable parle aux gens, parle à la clientèle. Donc ça aussi, tous ces éléments ont fait qu'on a eu un regain de confiance et qui ont fait que les ventes repartent, les réservations repartent, les choses tournent bien. Et alors, au cours pendant l'année 2015 et surtout début 2016, quand les touristes étrangers boudaient la destination Maroc, c'est le tourisme interne qui a porté le secteur pendant une certaine période. Et vous dites que le tourisme interne a été le seul à avoir une croissance continue durant les 5 dernières années, mais sans réelle stratégie assumée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce paradoxe ? C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été fait pour attirer les touristes marocains. On a essayé d'attirer les touristes étrangers avec des campagnes de communication, avec des campagnes co-marketing avec les tour opérateurs, avec les compagnies aériennes et tout ce qui s'ensuit. On n'est pas arrivé à grand-chose. Le tourisme marocain, lui, vous savez de quoi il a besoin ? Il a besoin de pouvoir d'achat. Lorsque les Marocains ont de l'argent et qu'ils trouvent des moments de vacances, eh ben ils en profitent pour aller visiter leur pays. Et donc ils sont venus d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on a gagné en pouvoir d'achat pour les nationaux. Vous savez, toute la politique qui a été mise en place, la décompensation la chute des prix du pétrole a joué beaucoup, parce que le prix du gasoil et le prix de l'essence ont baissé pendant toute l'année 2015. Donc les gens pouvaient voyager beaucoup plus facilement et ça leur coûtait un peu moins cher que ce qu'ils payaient auparavant. Il y a eu également les hôtels qui ont fait des efforts nécessaires en mettant des promotions tout au long de l'année 2015. Et donc, le tourisme national, de lui-même, il s'est déplacé, ils ont réservé leurs hôtels et tout. Et il n'y avait pas vraiment de campagne de promotion ou d'incitation pour les gens. Si, il y a eu un élément qui était quand même porteur, et c'était parmi les recommandations de la CNT, c'est lorsqu'on avait demandé à ce que les vacances des Marocains soient étalées en 3 zones. Oui. De façon à éviter les pics des vacances scolaires internationales et éviter à ce que tout le monde vienne en même temps et faire flamber les prix. Donc le fait qu'on ait mis 3 zones pour les vacances scolaires nationales a été très bénéfique sur la destination, ce qui a fait qu'on est passé de 25-27% à 31% de taux de fréquentation aujourd'hui par les nationaux. Mais c'est encore, on peut faire mieux, on peut faire beaucoup mieux que ça si on adopte vraiment une stratégie pour le tourisme national. Et sur ce point-là, nous, la CNT avait fait des propositions intéressantes en 2012 au ministère du Tourisme. En 12 points, il y a plusieurs actions à mener, dont une action qui peut être phare et qui peut déclencher aujourd'hui 5 points de plus que ce que nous avons aujourd'hui, c'est la mise en place de la fameuse carte vacances. Alors, c'est Zmrani, un petit rappel pour nos auditeurs peut-être sur cette carte vacances ? Alors, la carte vacances, au départ, on a parlé de chèque vacances, mais vous savez qu'avec le digital, la numéralisation et tout ce qui s'ensuit, un projet carte vacances, c'est très intéressant. Ça consiste en quoi ? Ça consiste en une épargne, c'est-à-dire que le salarié va épargner une partie de son salaire et cette partie-là sera valorisée par son employeur. Si le salarié décide de mettre chaque mois 500 dirhams de côté, eh bien, il faudrait que son patron lui mette également 500 dirhams de son côté à lui. Et tout cet argent-là sera mis dans une caisse qui s'appellera le compte de la carte vacances et ne pourrait être utilisé que dans le cadre d'un séjour touristique dans un établissement classé par l'intermédiaire d'une agence de voyage ou en direct avec un hôtel. Et cela va booster le tourisme national. Et c'est un projet qui est toujours dans le pipe ou Il est toujours dans le pipe. Alors, on l'avait présenté à la Confédération Générale des Entreprises Marocaines qu'il a trouvé excellent et qu'il a adopté. Le seul hic, c'est que sur la partie patronale de l'épargne,
ils avaient demandé à ce que cette partie-là soit complètement défiscalisée, comme c'est une prime qui va être donnée par l'employeur à ses employés. Et donc c'était logique qu'elle ne soit pas taxée. Ça sera une prime pour booster un peu d'abord pour remercier le salarié pour le travail qu'il fait au sein de son entreprise. Quand vous avez votre patron qui vous donne une prime de vacances, moi je trouve ça extraordinaire. En plus du congé annuel que vous avez de par la loi, si vous avez les moyens de transformer ce congé en vacances, parce que jusqu'à présent, les gens qui n'ont pas d'argent ne partent pas en vacances, ils prennent des congés, mais c'est cloître chez eux. C'est le fait de transformer le congé en vacances. Vous avez à ce moment-là des employés qui ont un regain de confiance dans leur employeur et qui vont donner beaucoup plus et qui vont fournir beaucoup plus pour leur employeur. Donc l'idée, elle était là. Alors, Fawzi Zemrani, le temps passe vraiment très vite. Une dernière question avant de conclure. Bon, après cette première rencontre avec le ministre de tutelle, quelles sont vos perspectives de développement à court, moyen et long terme? Est-ce que vous êtes toujours optimiste pour l'avenir du tourisme marocain? Je pense qu'il faut être optimiste pour l'avenir du tourisme marocain. Comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas au milieu du gué que l'on rebrousse chemin. Une grande partie du chemin a été faite. Aujourd'hui, il y a des infrastructures de qualité. Il y a un produit qui est là, qui existe. Il y a des ressources humaines de qualité pour le tourisme national. Donc aujourd'hui, il faut juste un coup de pouce. Et comme je le disais dernièrement dans un article sur mon blog, le tourisme a besoin d'un portage fort et déterminé. Et je pense aujourd'hui qu'avec le tandem que nous avons à la tête du ministère du Tourisme, qui est un tandem de qualité, avec un monsieur Sajid, qui est un monsieur politique très fin, qui lui aura la charge d'aller convaincre ses collègues du gouvernement et d'aller convaincre au Parlement, doublé d'une dame d'une grande qualité qui va déjà s'atteler à la problématique de l'investissement sur le tourisme et la compétitivité et tout, on ne peut attendre que des bons résultats. Et voilà, donc je suis très, très optimiste quant à l'avenir de ce secteur. Fawzi Zemrani, vous étiez en ligne avec nous depuis la ville de Marrakech. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et je vous dis à très bientôt sur Atlantic Radio. Merci beaucoup, Thérèse.